Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler des hydrates de gaz, quelques propriétés et applications, beaucoup étant des applications potentielles. Alors les hydrates de gaz, c'est un système qui permet d'avoir un mélange eau-gaz dans des proportions de gaz sans commune mesure avec ce que vous pouvez dissoudre dans l'eau, quelques centaines de ppm. On l'a souligné déjà, les faibles solubilités de la plupart des gaz dans l'eau. Le plan, donc je vais présenter d'abord le GDR, hydrate de gaz, dont je suis un co-directeur. Le directeur étant Arnaud Desmet, LLB. Qu'est-ce que les hydrates? Quelques applications des hydrates de gaz, enfin des perspectives. Alors le GDR du CNRS hydrate de gaz réunit une trentaine de laboratoires en France pour travailler sur ces systèmes. Les hydrates de gaz, je vais expliquer mieux ce que c'est. Et vous voyez ici sur la carte de France les laboratoires impliqués. Donc ça, c'est... Moi, je viens du sud, de Pau, et vous avez quelques laboratoires. Tous n'y sont pas. Il manque le LLB que je viens de citer, Caen, le LCA de Caen, et d'autres encore. Donc 4 domaines, 4 pôles, on appelle ça des pôles, avec des spécialités pour chaque laboratoire, thermodynamique et sciences moléculaires, géosciences, astrophysique et planétologie, donc les astres, certaines planètes ont des hydrates de gaz à la surface qu'on peut détecter. C'est le laboratoire de Nantes qui travaille beaucoup là-dessus. Enfin, et ça sera mon sujet principal ici, génie chimique, Chemical and Energy Engineering. Donc nous avons également des instituts et un sponsor, Total Energy, un sponsor important. Donc le GDR hydrate de gaz va devenir européen. Un réseau, alors on ne dit plus GDR, on dit réseau thématique, c'est le terme employé. Et le congrès mondial des hydrates de gaz qui a lieu tous les 3 ans aura lieu à Lyon l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que les hydrates? Venons-en au sujet. Les hydrates de gaz sont des composés cristallins constitués de molécules d'eau qui forment des cages stabilisées par les liaisons hydrogènes et surtout par le gaz qui est piégé dans les cavités et qui interagit avec l'eau par des interactions de Van der Waals. Alors, 3 grandes structures cristallines, structure 1, 2, celle-ci est plus rare, et il y a d'autres structures plus complexes quand on va à très haute pression, dont je ne parlerai pas. Ces cages, ici, sont là où se logent les molécules de gaz. Et par exemple, pour la structure 1, vous avez 46 molécules d'eau et 2 types de cages, des petites et des grandes, 2 et 6, donc 8, au maximum 8 molécules de gaz pour 46 molécules d'eau. En général, toutes ces cages ne sont pas remplies, c'est pour ça qu'on dit que c'est des composés non stoichiométriques et qui se forment à des conditions de pression et température. On va voir dans le transparent suivant, particulière. Alors, la capacité, la quantité de gaz que vous pouvez piéger, c'est donc au maximum pour la structure 1, 6 molécules pour 46 molécules d'eau. Quand on met ça en unité intéressante, par exemple pour l'hydrate de méthane, un volume d'hydrate de méthane contient 170 à 180 volumes de méthane aux conditions standards, en normaux mètres cubes. Pour l'hydrogène, c'est plus, 4 fois plus, 400 environ. Alors, avant d'aller sur les diagrammes de phase, etc., les hydrates, ils existent dans la nature. On estime la quantité d'hydrates de méthane présents dans les fonds marins et dans le permafrost ou pergélisol, qui auraient des quantités équivalentes à tous les autres types d'hydrocarbures. Donc il y en a dans le permafrost. Bon, ça c'est quelques endroits sur Terre où vous trouvez des hydrates de méthane. On trouve sur certains endroits, près de Madagascar notamment, des hydrates de CO2. Gilles Ramstein
avant-hier, a parlé des hydrates de méthane dans le pergélisol qui sont en train de se libérer. Et la libération de ces hydrates de méthane ça a un effet de rétroaction positive qui a un danger climatique, pas les hydrates en milieu marin. Pourquoi? Parce que si le niveau de la mer monte, la pression augmente et donc les hydrates dans les fonds marins sont stabilisés. Ces hydrates, on les connaît depuis presque un siècle dans le contexte du transport du gaz naturel. Donc cette photo, tu l'as montrée hier, Pascal, mais ce sont des hydrates de méthane. Hein. Et donc les premiers qui se sont intéressés à ces systèmes, ce sont les industriels, pétroliers, gaziers, parce qu'ils trouvaient, ils bouchaient les conduites de gaz. Et donc c'est une des thématiques importantes dans le domaine des hydrates, c'est assurer l'écoulement dans ces conduites. Alors, qu'est-ce que les propriétés thermodynamiques des hydrates de gaz? Voici ici un diagramme de phase typique d'un hydrate, ici c'est l'hydrate de méthane, dans lequel vous avez la ligne de coexistence triphasique, eau liquide, gaz, hydrate. À droite, pour les températures donc plus élevées, les pressions basses, l'hydrate n'est pas stable, est instable, il n'y a que l'eau liquide et le gaz. Et quand vous traversez cette frontière, cette limite, vous êtes dans le domaine de stabilité des hydrates. Et la force motrice, quand vous faites des expériences en laboratoire, la force motrice, celle qui contrôle la vitesse de formation, la nucléation et la croissance des hydrates, c'est l'écart à cette ligne d'équilibre thermodynamique qu'on appelle le sous-refroidissement. Donc alors, tous les gaz, toutes les molécules essentielles et non essentielles, hein, toutes les petites molécules essentielles et non essentielles forment des hydrates. Vous pouvez aisément trouver, pour la plupart d'entre elles, leur ligne de dissociation, c'est ainsi qu'on les appelle. Vous en avez ici quelques-unes. Le xénon forme des hydrates à des conditions en pression-température. H2S, c'est l'un des gaz qui forme le plus aisément, qu'on trouve même aux conditions ambiantes ou à quelques bars seulement en conditions hydrates, dès qu'il y a de l'eau. L'hydrate d'azote, vous avez l'hydrate d'hydrogène qui est à plus basse température, haute pression. Et alors, c'est intéressant de regarder ces courbes, parce que les hydrates, ce n'est pas seulement les corps purs qui forment des hydrates, ce sont les mélanges de gaz. Donc un mélange de gaz, un mélange donné, forme également des hydrates. Et pour un mélange donné, vous avez également une courbe de dissociation. Et rien qu'en contemplant ces courbes, on peut déjà voir l'intérêt de former des hydrates pour séparer les gaz d'un mélange de gaz. Par exemple, prenez un mélange azote-CO2, vous voyez que les courbes sont assez éloignées. Donc vous aurez une courbe de dissociation pour un mélange CO2-azote entre ces deux courbes. Et alors, l'information intéressante, c'est que l'hydrate, il préfère... il n'a pas la même composition en gaz que le gaz à partir duquel il est formé. Il contient plus de gaz dont l'hydrate pur est plus stable. Hein. Donc un hydrate qu'on forme à partir d'un mélange CO2-azote sera beaucoup plus riche en CO2 que le gaz à partir duquel il a été formé. Donc vous voyez ici un peu l'intérêt pour la séparation. L'intérêt des hydrates de gaz pour la séparation, je vais y revenir. Vous voyez ici tout de suite que séparer le CO2 et le méthane par la voie hydrate n'est pas très intéressant parce que les courbes d'équilibre du CO2 et de l'hydrate de CO2 et l'hydrate de méthane sont très proches. Alors, un peu de vocabulaire. Alors, les hydrates, vous voyez qu'ils se forment quand même à des températures relativement basses, même si c'est souvent supérieur à 0 degré, et des pressions relativement élevées, d'une part. D'autre part, suivant l'application, on peut chercher à éviter de former des hydrates ou au contraire, essayer de favoriser la formation d'hydrates. On va voir ça bientôt. Donc pour toute
Donc si l'on veut éviter des hydrates, on va rajouter des inhibiteurs d'hydrates, c'est-à-dire des molécules qui, en général, des inhibiteurs thermodynamiques qui vont empêcher la formation d'hydrates, qui vont déplacer la courbe d'équilibre, la courbe de dissociation, vers la gauche. Par contre, si l'on veut favoriser la formation d'hydrates, et on verra des applications où on cherche à faire des hydrates, eh bien, on va déplacer, ajouter un promoteur d'hydrates qui va bouger, qui va déplacer la courbe d'équilibre de phase du corps pur vers la droite. Et on formera plus aisément, plus rapidement, des hydrates de gaz. Alors, ici, vous avez ici des exemples d'inhibiteurs et de promoteurs thermodynamiques. Ils sont connus, hein, c'est des composés, le méthanol, les glycols, les sels, de la même façon que les sels inhibent la formation de glace, et bien ils inhibent la formation d'hydrates. Et vous avez des promoteurs ici qui vont favoriser, le THF par exemple, dont a parlé Christiane tout à l'heure, les ammoniums quaternaires, le cyclopentane vont favoriser la formation d'hydrates. Alors dans le cas des ammoniums quaternaires, ces molécules participent au squelette, et on appelle ces hydrates plutôt des semi-clatrates, hein, parce que les cages ne sont pas constituées uniquement de molécules d'eau, mais des molécules des ammoniums quaternaires. Alors, ici à droite, vous avez un autre type de promoteur ou d'inhibiteur. Enfin, ici, c'est des promoteurs cinétiques. On va voir pourquoi que la cinétique de formation des hydrates, enfin, que la thermodynamique d'équilibre n'est pas beaucoup utile hein, pour les hydrates. Enfin, c'est intéressant, c'est important, mais on a des limitations cinétiques à la formation d'hydrates. Je vais y venir dans les transparents qui suivent. Donc, un promoteur cinétique, c'est une molécule qui ne va pas changer l'équilibre, mais qui va accélérer la formation de l'hydrate et faire en sorte qu'il va plus vite, ou totalement, vers les conditions d'équilibre. Vous avez ici alors c'est un mélange promoteur thermodynamique, promoteur cinétique. Le SDS, c'est un tensioactif anionique. Hein. Vous voyez ici que vous prenez un mélange CO2-CH4, un mélange, et vous êtes à pression 40 bars. La pression chute légèrement au départ parce que le gaz se solubilise dans l'eau. Oui, c'est mieux. Et quand vous baissez la température, ici, vous êtes à 20 degrés C, vous baissez la température dans votre cellule, eh bien, vous allez avoir à nouveau une consommation du gaz qui correspond à la formation d'hydrates, consommation qui est faible, sauf si l'on ajoute cette combinaison de promoteurs cinétiques, le SDS, et bon, oublions le THF, il n'y en a pas beaucoup ici. Vous voyez ici que la consommation de gaz va être importante et rapide pour... on a le même gaz, hein, même condition PT, hein, mais elle sera plus rapide si vous ajoutez ces additifs. Donc ça, ce sont des promoteurs cinétiques. Et vous avez ici quelques exemples de promoteurs cinétiques, des tensioactifs, des acides aminés, certains milieux poreux, certaines nanoparticules. J'y reviendrai aussi. Alors, la cinétique, ce qui est important de comprendre avec les hydrates, c'est que si l'on est dans un milieu au repos et sans additifs, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on a de l'eau et la molécule hôte invitée, le méthane par exemple, ou le CO2, et qu'on a un milieu au repos, eh bien, on va nucléer à l'interface, parce que l'hydrate a besoin de l'eau et du gaz pour se former. On nuclée en général à l'interface aux molécules invitées. C'est un processus lent, la nucléation. Dès que la nucléation se produit, on a une croissance très rapide, latérale. L'hydrate forme un film très mince, quelques microns, qui recouvre la surface très rapidement. Et une fois que cette surface est recouverte, eh bien, elle ne bouge pratiquement pas, l'épaississement est très lent,
l'épaississement. Pourquoi? Parce que ces molécules ne diffusent pas, ou très lentement, dans la phase hydrate. Ce qui veut dire que la quasi-totalité de l'eau et des molécules hautes n'est pas convertie. Donc il y a une limitation cinétique énorme à la conversion de l'eau et de la molécule invitée en hydrate. C'est l'un des principaux problèmes à résoudre pour, si l'on veut, utiliser les hydrates de gaz dans des applications où on a besoin de les former. On va en voir quelques-unes. Alors, avant d'arriver là, je vais vous montrer, étape par étape, le processus, avec quelques exemples, quelques images, quelques films même, comment l'hydrate nuclé à l'interface au guest, ensuite croît très rapidement, et enfin, ici vous avez une croûte qui est quasi, qui ne s'épaissit que très lentement. Donc ici, donc la nucléation. Donc ici, je mets, ça vous rappelle à quelle étape on est de la formation-croissance, pour ceux qui ne suivent pas à un certain moment, ils pourront voir en haut à droite où on en est. Donc ici, vous avez une expérience dans laquelle on a une goutte d'eau avec un capillaire au bout duquel on a réussi à faire un hydrate. Et alors c'est un film, j'espère qu'il va marcher. Ah oui, il marche. Il faut que j'appuie sans arrêt. Il faut que j'appuie sans arrêt. Vous voyez, pour nucléer l'hydrate sur le film, sur l'interface eau-guest, au CO2 ici, il faut que je touche l'interface avec un hydrate déjà formé. Et que va-t-il se passer à votre avis? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il ne marche pas le film. Ça touche? Ça touche. Donc quand ça touche, eh bien, vous voyez se propager. Ah oui, mais il faut que j'arrête pas de. Oui, si, je peux y aller. Oh, j'ai perdu, zut. Il se forme comme un rideau, je ne vais pas le faire. Vous voyez un rideau, comme un rideau tomber sur la goutte et recouvrir la goutte. C'est une croûte d'hydrate qui se forme sur l'interface et qui isole l'eau liquide d'un côté, dans la goutte, et le gaz, et qui empêche la conversion de l'eau et de l'hydrate, de l'eau et du CO2 en hydrate. Alors ici, ce n'est pas un film. Vous voyez ici, dans un capillaire, vous voyez le ménisque, l'eau liquide, le CO2. Et ici, vous avez un petit filament là, qui est un hydrate. Il n'avait pas fondu d'une précédente manip. Il s'est mis à croître vers l'interface. Et dès qu'il a touché le ménisque, vous voyez ici croître, apparaître et croître une croûte d'hydrate. Vous voyez, elle croît ici. Et vous formez une sorte de cylindre creux. Et la croissance, donc vous voyez ici, 28 secondes, là ça doit être 1 minute environ. Vous voyez ici croître, ça c'est l'hydrate, une croûte d'hydrate entre l'eau et le CO2. Et où se fait la croissance, à votre avis? Elle se fait là, elle se fait à la ligne triple. Il faut une ligne triple pour qu'un hydrate, en contact avec les deux autres phases, croisse. Il ne faut pas une interface, une croûte d'hydrate, si vous n'avez pas de ligne triple, eh bien, elle ne va pas croître. Donc la croissance des hydrates se fait à la ligne triple, hydrate, gaz, guest, et eau. Là, vous avez un film d'eau liquide. Donc c'est ici que se fait la croissance, à la ligne triple. Alors la nucléation, quelques mots sur la nucléation des hydrates de gaz, qui ressemble à la nucléation d'autres cristaux. Donc est favorisée, je l'ai dit, par des forts sous refroidissement et certains agents externes. Par exemple, un petit morceau d'hydrate qui vient toucher l'interface, de façon préférentiellement hydrophobe. En fait, on constate, et Christiane... Éteins le laser, s'il te plaît, quand tu tournes vers nous, éteins ton laser. Ah oui, Christiane l'a dit tout à l'heure, les substrats hydrophobes sont des bons nucléateurs, des hydrates, pour des raisons qui ne sont pas entièrement élucidées. Peut-être tu as donné une explication, Christiane, mais les hypothèses dans la littérature sont qu'il y a une plus grande concentration de gaz dissous,
près du substrat, et peut-être la présence de nanobulles dans les anfractuosités. Hein, alors, dans des petits échantillons, le temps de nucléation est si long qu'en pratique, on n'attend pas. Hein, on n'attend pas des jours ou des semaines. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse la température, on fait de la glace, on transforme toute l'eau en glace, et on remonte la température au-dessus de 0 degré. La glace fond, et la fonte de la glace nuclée sert à nucléer la phase d'hydrate. C'est comme ça qu'on fait au labo avec nos petits volumes. Hein. Vous avez vu des petits volumes ici. L'inverse n'est pas vrai, c'est quand on fond l'hydrate, on ne fait pas la glace en général, on fait de l'eau sous-refroidie. Quand on fond l'hydrate sous 0 degré, dans des petits volumes au moins, on forme de l'eau liquide sur-refroidie, et pas de la glace. Alors, l'eau, qu'est-ce que c'est l'eau avec mémoire, hein? En fait, l'eau, ce qu'on appelle memory water, à ne pas confondre avec la mémoire de l'eau qui avait défrayé la conique il y a une trentaine d'années. Certains d'entre vous ont l'âge qu'il faut, comme moi, pour s'en souvenir. Alors, ce qu'on appelle memory water, dans le domaine des hydrates, c'est de l'eau dans laquelle il y avait des hydrates qui ont fondu. Et 10 minutes, il faut que je me dépêche. Cette eau fondue, eh bien, on peut nucléer. Ah oui, ah bon, je pensais que tu disais 10 minutes, pardon. Non, c'est le laser, d'accord. C'est le laser, pardon, oui. Je vais essayer de maîtriser mon laser, pardon. Donc, la nucléation des hydrates est favorisée dans une eau qui a déjà vu des hydrates quelques minutes ou quelques dizaines de minutes auparavant. Et c'est un moyen de faire des hydrates. Alors, j'en viens, je vais me dépêcher là, parce que j'en viens à la deuxième étape, la croissance latérale. Une fois nucléée, il y a une croissance latérale. On voit des films très fins, quelques microns, croître très rapidement. Vous voyez qu'avec l'hydrate de CO2, vous atteignez l'ordre du millimètre par seconde, dès que le sous-refroidissement est de l'ordre de 10 degrés C. Donc ça, c'est la phase rapide, et on peut regarder la texture de ces croûtes. Cette croûte d'hydrate a été observée par microscopie optique. Et on a des gros cristaux quand on a un faible sous-refroidissement, c'est le cas à 1K. Et par contre, c'est très fin, on a une croûte croûte polycristalline très mince. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la croûte atteint le substrat? Eh bien, il continue sa route sur le substrat. Là, vous avez des capillaires. Quand le film, donc la croûte d'hydrate, continue sa route le long du substrat, s'il est hydrophile, avec une couche d'eau en dessous. Alors, je me dépêche. Alors, on montre que cette croissance du film est drivée et contrôlée par le transfert de masse plutôt que par les transferts de chaleur. Évidemment, quand il se forme l'hydrate, ça chauffe un peu, mais cet effet est faible. Donc maintenant, j'ai une question, là, je pose une question à l'assistance. Comment, mais j'apporterai la réponse, comment augmenter, maximiser, en fait, vous avez vu que c'est la ligne triple, c'est elle qui fait qu'il y a la croissance. Comment maximiser, à votre avis, cette ligne triple ici, là, cette quantité de ligne triple? Réponse? Non, voici les réponses. Alors, soit ici, vous pouvez avoir une expulsion de ces cristaux, de l'interface, soit vous formez un cristal creux qui croît perpendiculairement à la surface, à l'interface, et ça se produit quand vous avez notamment quand vous avez des tensioactifs ou des milieux poreux. Alors ici, je vais vite, je vais sauter, cette croûte, elle s'épaissit très lentement dans le temps, peut éventuellement, si l'eau a été présaturée en gaz, former des cristaux qui croissent perpendiculairement, en général dans l'eau, mais aussi, ça peut arriver dans la phase gaz, vous voyez les poils ici. Et vous avez une sorte de vieillissement de cette croûte avec les pores, des poches de gaz qui disparaissent au cours du temps. Donc là, je vais sauter. Vous avez cette croûte, on peut mesurer ses propriétés mécaniques en jouant sur la température. Ça fait que chaque compartiment a une variation de pression un peu différente.
Donc, encore des questions que je pose, et vous avez la réponse sur le même transparent. Comment augmenter cette cinétique et accélérer la conversion de l'eau et du gaz en hydrate? En d'autres termes, comment promouvoir la croissance d'hydrate? Alors, il faut casser cette croûte. Donc, ça peut être fait par moyen mécanique ou en mettant des additifs type tensioactifs ou milieu poreux. Donc évidemment, si vous mettez de l'agitation, il y a toutes sortes de façons de faire de l'agitation. Vous allez casser la croûte ici et accélérer. C'est très coûteux énergétiquement, hein, donc ce n'est pas conseillé. Hein. Alors, en ajoutant du tensioactif. Alors là, vous voyez se former sur le ménisque en mettant du tensioactif, au lieu de former une croûte qui arrête toute croissance d'hydrate, vous formez les cristaux. Vous les voyez ici se former et être expulsés dans la phase aqueuse. Donc là, vous avez vu ces cristaux d'hydrate se former et alimenter un slurry de particules d'hydrate. Hein. Ça, c'est le tensioactif qui fait ça. Ces cristaux, ils ont une forme qui dépend du sous-refroidissement. Ils sont très grands et très à faible sous-refroidissement. Et par contre, à fort sous-refroidissement, je vais vous montrer ce film. Vous voyez, à plus fort sous-refroidissement, vous avez la vitesse est multipliée par 14. Vous voyez les cristaux être formés et expulsés dans la phase aqueuse à grande vitesse. Pardon. Vous voyez ici, pardon. Vous voyez ici vous voyez ici le même phénomène. Quand vous êtes à fort refroidissement, vous voyez la grande vitesse. En fait, quand l'hydrate se forme, il prend plus de volume que l'eau, comme la glace, hein, et vous avez une avancée du ménisque ici qui permet d'avoir accès à la vitesse de consommation du gaz. Alors pourquoi? On a une explication assez simple pour cela, c'est que le tensioactif, il s'absorbe sur à la fois l'interface au gaz et sur l'hydrate, on a des évidences, et quand on fait le bilan des énergies interfaciales, on constate qu'en présence de tensioactif, l'énergie, il y a un gain énergétique pour l'hydrate qui apparaît, qui nuclée sur l'interface au gaz, à être mouillé par l'eau. Voilà. Donc on explique ça de cette façon. Donc j'en ai fini pour les tensioactifs comme promoteurs d'hydrate. Quelques mots sur les milieux poreux. Donc les milieux poreux, il y a beaucoup d'interfaces hein, dans un milieu poreux entre... Pardon, excuse-moi. Hein, oui. Alors dans un milieu poreux, certains milieux poreux, comme des billes de charbon actif, vous voyez, qui sont mis à l'interface au guest, ces milieux poreux ont la particularité, vous voyez ici en microscopie, que de leurs gros pores surgissent des filaments creux, on démontre qu'ils sont creux, qui sont dont la coque, enfin dont l'enveloppe est de l'hydrate. Hein. Donc les hydrates ne se forment pas dans le milieu poreux, mais il y en a certainement qui se forment dans le milieu poreux, mais une partie importante se forme à partir de l'eau qui est à l'extérieur et qui forme ces filaments. Le mécanisme est le suivant, enfin on pense qu'il est le suivant, vous voyez ici à nouveau ces filaments là qui croissent à une interface entre l'eau et un guest qui est ici du cyclopentane. On pense que le mécanisme est le suivant, vous avez dans les pores de surface, vous avez ici l'eau à l'extérieur, le guest, la molécule hôte, et vous avez ici croissance de la ligne triple. À nouveau, c'est la ligne triple qui fait la croissance. OK, j'en viens maintenant aux applications. Applications potentielles des hydrates de gaz. Je dis potentielles, alors certaines, ce n'est pas des applications potentielles. Ça, c'est l'échelle canadienne hein, des TRL qui s'arrête à 9, alors que la nôtre s'arrête à 10. Vous voyez ici, suivant quelques applications que je vais vite passer en revue, je vais en sauter certainement, des hydrates de gaz. En commençant, alors donc celle dont j'ai parlé au début, l'assurance de l'écoulement. Donc les hydrates, là, on veut les éviter. On veut faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas, ou lorsqu'ils apparaissent, que la croissance des hydrates soit ralentie. C'est ce qu'on fait avec des inhibiteurs à faible dose.
ou que les cristaux qui se forment ne s'agglomèrent pas et qu'il y ait un bon écoulement des hydrates. On met des anti-agglomérants. Donc ça, c'est quelque chose qui est mature, qui est testé dans des boucles d'hydrates qu'on peut trouver à l'IFP ou chez Total. Donc ça, c'est une technologie qui est mature. Ensuite, les technologies dont je vais parler sont moins matures. Vous avez ici l'extraction de gaz naturel qui se trouve sous forme hydrate, par exemple dans les fonds marins, où il y a beaucoup d'activités. Enfin, vous voyez ici les pilotes qui ont lieu, il y a une dizaine de pilotes qui ont eu lieu dans le monde dans les 10 dernières années. Donc dans ces pilotes, on fore, on fait un forage, ça peut être à terre ou au fond de la mer, et on met en œuvre des méthodes, par exemple de dépressurisation, donc si on décomprime, l'hydrate se dissocie et le gaz est libéré, le méthane, ou bien on injecte du CO2 pour déplacer le méthane qui se trouve dans ces hydrates. Et donc on stocke du CO2 et on récupère le méthane. Donc ça, c'est un TRL plus bas, c'est une 3. Bon, je ne suis pas d'accord avec tous les niveaux TRL, hein, bon, mais c'est ce que... Donc vous avez quelques pilotes dans le monde qui exploitent, mais pas d'application commerciale à ma connaissance. Alors, d'autres applications des hydrates qui, eux, cherchent à promouvoir et à faire des hydrates pour l'application. L'une d'elles, c'est la désalinisation à base d'hydrates. Dans cette application, donc l'eau salée, est mise en contact avec du CO2, par exemple, et l'hydrate qui se forme, ici en blanc, ne contient pas de sel. Et si on en arrive à séparer les hydrates, d'une part, et d'autre part l'eau qui est encore plus salée, et que les hydrates ensuite on les décompose, eh bien l'eau qui en résultera contiendra moins de sel, et sera peut-être même potable. Donc là, il y a pas mal de travaux sur ça. Ici, vous devez fournir du froid, évidemment, vous devez être à pression suffisante. Alors, il y a un procédé hybride dans lequel cette méthode, il y a eu des travaux, mais essentiellement sur le papier, où cette méthode de désalinisation à base d'hydrate, eh bien, le froid, on va le chercher de la regasification du LNG. Donc, au Havre, par exemple, il y a un endroit où les méthaniers, on doit regazéifier le méthane, c'est-à-dire dissocier, vaporiser le méthane liquide, et ça produit du froid. Si vous pouvez ainsi utiliser ce froid pour faire des hydrates, peut-être prendre le CO2 comme hydrate former d'une des installations industrielles, et vous pouvez en même temps désaliniser l'eau et regazéifier le LNG. Autre application sur laquelle on travaille dans un des PEPR, dont il a été question aujourd'hui, hier, la capture du CO2 et la séparation du gaz. Le principe est le suivant. On mélange, on mélange de l'eau froide avec un mélange de gaz, ici CH4CO2, et on forme des hydrates plus riches en CO2 que le gaz initial. Donc le gaz restant est enrichi en méthane. Et ici, vous avez le gaz restant. Ici, le slurry, c'est pas fini. Le slurry d'hydrate, il faut ensuite le décomposer, dissocier, faire fondre l'hydrate pour récupérer le gaz enrichi en CO2. Alors, les problèmes sont, ici, la sélectivité est faible, la capacité est importante, et la cinétique également, il faut rajouter des tensioactifs, comme vous l'avez vu. Alors, on peut le voir quand on contemple les diagrammes de phase, on peut calculer avec les modèles dont Pascal a parlé hier, on peut calculer, par exemple, pour le mélange CO2-CH4, calculer l'enveloppe de phase pour une température donnée. Et par exemple, si vous prenez un mélange équimolaire CO2 méthane, vous êtes ici à environ 30 bars. Vous voyez que vous allez former une phase riche en hydrate qui sera légèrement enrichie en CO2. Et le gaz restant sera appauvri en CO2. Et vous séparez ainsi. Vous voyez ici que ce n'est pas très efficace, hein, tout simplement parce que vous avez ici les deux, si vous contemplez
c'est ce que je vous ai expliqué au départ. Si vous contemplez les deux courbes du CO2 de dissociation des hydrates, du méthane et du CO2 pur, elles sont très proches l'une de l'autre. Alors peut-être qu'il y a des effets cinétiques qui pourraient favoriser le CO2, l'incorporation du CO2 dans l'hydrate. Peut-être un promoteur pourrait légèrement déplacer cet équilibre. Je continue. Alors les hydrates, on les utilise également. C'est par exemple à l'INRAE, on travaille sur ce sujet, comme matériau à changement de phase, notamment pour la réfrigération secondaire ou le stockage du froid. L'intérêt, quand on veut faire de la réfrigération, il faut se placer, il faut avoir un matériau à changement de phase qui change de phase à des températures proches de celles qu'on veut avoir dans la salle ou dans l'immeuble. Et vous avez ici l'hydrate de CO2. Si vous rajoutez certains additifs, vous allez déplacer la ligne d'équilibre de l'hydrate vers des températures plus hautes et des pressions plus faibles. Et donc, on cherche le matériau à changement de phase intéressant qui va permettre, à partir d'un coulis d'hydrate, de réaliser une bonne réfrigération. C'est une des applications des hydrates. Enfin, les hydrates dans le stockage offshore. Donc, Philippe Léveline et Pascal Mougin en ont parlé hier. Le CO2, vous avez ici plusieurs schémas de stockage du CO2 en fond de mer ou sous la mer. Alors ça, c'est une équipe chinoise qui a écrit ça. Vous pouvez former, alors on veut pas faire des mares de liquide. Vous avez des hydrates qui se forment, il en a été parlé hier, dans les réservoirs déplétés, parce qu'il y a une baisse de pression, et ça endommage. Ça bouche le puits, mais l'hydrate, il peut aussi, si jamais il fuit du site de stockage, il peut, lorsqu'il remonte vers le fond de la mer, il rencontre des conditions de formation d'hydrate, et cela fait une couverture supplémentaire. Dernière application, et après je vais arriver aux conclusions. Le stockage du gaz naturel sous forme solide requiert moins d'énergie que pour faire du méthane comprimé, dans les bouteilles qu'on a vues ce matin, ou du gaz naturel liquéfié, du LNG. C'est simple et plus sûr à manipuler que le CNG ou le LNG, et ça pourrait être intéressant en l'absence d'infrastructures de transport sur des courtes distances. Et donc là, il y a une propriété intéressante des hydrates de méthane, de la dissociation des hydrates de méthane qu'on étudie, en fait, on constate que les hydrates de méthane, ou d'autres, ça vaut aussi pour les hydrates de CO2 et d'autres molécules, ces hydrates, quand on les met hors de la zone d'équilibre, eh bien, ils mettent très longtemps à se dissocier. Et l'explication, par exemple, sous 0 degré, à moins 5 degrés, l'hydrate, il commence à fondre, et il y aurait une couche de glace ici qui protégerait et empêcherait la fonte de l'hydrate. Donc on peut stocker de l'hydrate de méthane, mais d'autres, de gaz naturel, à des conditions légèrement inférieures à 0 degré et 1 bar aux conditions ambiantes. Alors là, je n'ai pas le temps de vous montrer ça. Vous voyez ici, vous voyez la fonte ici. Vous voyez ici, vous êtes dans des conditions où l'hydrate il devrait fondre. Il fond. Vous voyez, ici, ça c'est l'hydrate, et là il y a une couche d'eau qui croît, et la vitesse est multipliée par 30, et vous voyez que l'eau, et vous allez avoir une bulle de gaz qui apparaît. Donc ça, c'est une expérience pour essayer de comprendre le processus qu'on appelle de self-préservation dans les hydrates, qui pourrait être très intéressant sur un plan pratique, en ce sens qui permettrait de stocker l'hydrate de méthane ou de CO2 dans des conditions de pression, température aisées à manipuler. J'en viens aux conclusions et perspectives. Alors, le transport, stockage, détection et production, c'était les 4 grands titres de ces 2 journées. Pour le transport, les hydrates sont intéressants, mais sur des petites distances, parce que vous devez transporter en plus du gaz, de l'eau.
qui est dissocié. Donc là, la rhéologie, si vous transportez en sous-écoulement, il faudrait bien comprendre la rhéologie des coulis d'hydrate et comment l'améliorer par des additifs. Donc c'est intéressant du point de vue transport sur des petites distances, stockage également. On peut stocker dans des conditions bien plus favorables et aisées et moins coûteuses énergétiquement que le CNG ou le gaz compressé ou le gaz ou le LNG. La production, c'est mon dernier transparent, c'est mon dernier. La production, le problème c'est ça, c'est comment, il n'est pas résolu, hein, c'est là où, comment à partir d'un flux d'eau liquide avec éventuellement un additif et de gaz, comment, c'est une boîte noire, hein, enfin grise, comment générer, comment avoir un schéma d'écoulement ici à l'intérieur et comment provoquer la formation d'hydrate, éventuellement en recyclant un tout petit peu d'hydrate pour exploiter l'effet mémoire, comment générer à partir d'un flux d'eau et de gaz, comment avoir la vanne, le système de mélange qui va me générer un slurry, un coulis d'hydrate de gaz avec ou sans gaz libre en excès, avec une pression. Et comment, enfin, après, soit on veut faire du stockage, il faut faire des pellets d'hydrate, comme on fait des pellets de CO2 solide. Et on pourrait stocker ça, on pourrait garder ça à des températures légèrement inférieures à 0 degré et à pression proche de la pression atmosphérique. Et enfin, si on veut faire la séparation, comment le slurry, on le gère pour le séparer l'hydrate de la phase eau et du gaz, et fondre l'hydrate pour récupérer le gaz enrichi en CO2, par exemple. Donc cet engin-là, ben, il reste à faire. Il reste à... Il faut, ben voilà, il y aurait un travail important à faire avec notamment des industriels qui maîtrisent des mélangeurs, des vannes, ça peut être une vanne un peu particulière. Enfin, mettre à l'échelle tout ça, c'est un autre problème. Voilà. Donc j'ai fini, merci. Sur la séparation, on peut attendre à quel taux de séparation? Parce qu'on a entendu pendant la semaine la problématique du H2S, par exemple. Et c'est vrai que les facteurs économiques aussi seraient intéressants. Enfin, vu que la façon de les former n'est pas encore connue, c'est prématuré probablement. Mais quel taux de séparation dans ceux qui sont connus, est-ce que vous obtenez? Alors, comme je disais au début, CO2 azote, ça marche. On a un très bon taux de séparation. Je ne peux pas te donner le chiffre exact. CO2, CH4, c'est pas bon, mais on le voit ici. Hein. H2S, on le sépare. H2S, il va totalement. Tu as un mélange H2S, il va totalement dans la phase hydrate, si les autres constituants du gaz sont évidemment du CO2, de l'azote, etc. La cinétique est lente si on ne met rien. On a ces croûtes que j'ai décrites. Mais si, avec des additifs, que ce soit certains tensioactifs ou certains milieux poreux, mais après il faut manager les particules de milieux poreux, on a des cinétiques acceptables. Hein. Le verrou cinétique, on arrive à le maîtriser. Hein. Mais là, si on faisait ça, on aurait une croûte qui contiendrait essentiellement le H2S. Là, si on est en des conditions statiques, hein, il n'y a pas d'écoulement, et sans additifs, oui, on forme une croûte. Et on a un lac sur lequel tu as la croûte d'hydrate, hein, et ça bloque toute poursuite de la réaction. C'est un des problèmes, un des verrous qu'il faut lever pour utiliser les hydrates. C'est-à-dire, mais on en vient à bout, j'espère l'avoir montré. Moi, j'avais deux questions. Une, je me rappelle de l'affaire où il y avait du méthane qui était remonté dans un lac africain pendant la nuit. Oui. Et il y a eu 300 morts, ou je ne sais pas combien. C'était pas du méthane, c'était du CO2. Ah, c'était CO2, oui. Oui, c'était le lac Nyos. C'est Oui. Et au là, Cameroun, en 86. Donc la cinétique, elle était relativement rapide pour que Je ça... crois que ce n'était pas des hydrates, c'était du CO2 magmatique qui s'était d'accord, accumulé ok. au fond du lac. C'était une grosse bulle? Non, parce que ça avait été le présenté, CO2 sursaturait l'eau, et il y a eu un événement, une nucléation du gaz, et tout le CO2 est remonté. D'accord, ok. Donc j'avais mal compris à l'époque. Et sinon, les slurries, ils ne se recombinent pas un peu plus loin? Alors, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau liquide, hein. Mais non, ils ont la bonne... Bon, il faut vérifier la rhéologie de ces slurries.
Tu as peur qu'ils deviennent, qu'ils se solidifient, c'est ça, Oui. et qu'ils bloquent tout. Non, la rhéologie de ces slurries, c'est important. En Ok. effet. Tu montrais ce nez d'hydrate pour suivre ta ligne triple. Est-ce que tu es toujours sur la même concentration? Est-ce que tu as... parce qu'un hydrate, il varie avec aussi la quantité de gaz que tu peux avoir dedans. Est-ce que tu as un gradient de gaz dans ton hydrate? Alors, certaines personnes, comme Jean-Michel Herry, à Saint-Étienne, ont construit des modèles, effectivement, des modèles d'oignons, dans lesquels l'hydrate qui se forme, on peut imaginer une sphère et pas un film, se forme à partir du gaz présent, et au fur et à mesure que l'hydrate se forme, il va pomper plus d'un composant que de l'autre, et le gaz va changer de composition, et donc l'hydrate aussi. Donc des gens comme Jean-Michel Herry ont proposé et vérifié des modèles de croissance d'hydrate en batch, ou dans lequel la composition des hydrates change, tout simplement parce que la composition du ciel de gaz varie. Comme l'hydrate pompe plus d'un constituant que de l'autre, donc tu peux avoir ce phénomène que tu décris là. Et si tu forces l'entrée de l'hydrate? Je force l'entrée, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire si tu... supposons que tu as deux liquides et tu appuies avec un des liquides ou un des gaz, est-ce qu'il y a un moment où un seuil qui va déclencher la formation de l'hydrate? Oui, tu parles, Alors, tu te si- situes dans des milieux poreux Oui, où on doit oui. monter la pression bypass- localement Oui. pour faire introduire le gaz. Par Dans un milieu ou hydrophile. simplement je prends de l'eau Et je ça provoquerait la comprime, formation d'hydrate dans le pore, c'est ça? C'est ce que tu Oui, suggères? mais sinon même dans une capsule, je mets du liquide ou n'importe quoi d'autre et je comprime avec ton cyclopentane. Est-ce qu'il y a un moment où il y a un seuil de création de l'hydrate? Mais il faudrait que tu sois dans un pore pour avoir une pression dans le pore à cause de la courbure de l'interface supérieure à la pression ambiante. Non? Si je fais une capsule, je te ferai le design. Si je fais une capsule, ça peut être différent. Donc, on te remercie, Olivier.